Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Il y a le plaisir ce soir de recevoir monsieur Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Il a accepté de venir une deuxième fois pour répondre aux préoccupations relatives à son secteur, l'habitat en l'occurrence. Alors beaucoup de questions ce soir concernant les dossiers du logement social, le LSP, le LPA, l'ADL1, l'ADL2, le LPP et d'autres dossiers importants également comme les lotissements ainsi que la grande mosquée d'Alger. Donc merci monsieur le ministre d'être avec nous ce soir pour cet entretien afin d'éclairer l'opinion publique et répondre aux questions qui nous ont été adressées notamment par les téléspectateurs via notre page Facebook Questions d'actu. Mais pour commencer, monsieur le ministre, d'abord, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, c'est Nazim, et c'est avec le même plaisir que j'assiste à vos émissions. Merci infiniment. C'est la deuxième fois que j'assiste à l'émission, pour la deuxième fois. Alors, et je profiterai par saluer, bien sûr, pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission. Merci infiniment. Alors, pour commencer, je vous donne la parole. 3-4 minutes pour un bilan exhaustif de l'année 2015-2016. Et on rentrera par la suite dans les questions autour des dossiers que nous avons préparés. Je vous remercie, c'est Nazim. Bon, quelques chiffres pour situer un peu la politique du logement telle que programmée par son Excellence Président de la République. Dès son investiture, pratiquement en 1999, à cette époque-là, tous les Algériens et les Algériens savent que la crise du logement était le problème numéro 1 du pays. À cette époque-là, l'Algérie enregistrait un déficit de 3 millions de logements. La nature a horreur du vide, pas de logement. On s'installe comme on peut dans des bidonvilles ou dans des logements indécents, etc., etc. En fin 2015, ce qui a été livré pratiquement, c'est 2 800 000 logements. Cela ne veut pas dire que les 3 millions, les 3 millions de demandes ont été satisfaites. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu une croissance démographique, il y a un exode rural accentué par le terrorisme, etc. Mais toujours est-il que en 2015, fin 2015, on était à 2 800 000 logements livrés durant la période de mandature du président de la République. Bon. Et la crise est pratiquement presque derrière nous. Il nous reste, selon nos statistiques, qui ont été tenues commune par commune, je parle de la crise. La crise, ça signifie que ce sont des demandes qui se sont accumulées pendant 35, 30 ans, 25 ans, etc. Les nouvelles demandes, elles sont toujours là. Mais celle-là ne constitue pas une crise, elle rentre dans la normalité des choses. Et aujourd'hui, en 2014, nous avons réceptionné, pratiquement, on avait programmé 250 000 logements, ce qui était une gageure pour beaucoup de gens, mais on est arrivé quand même à 235 000 logements à peu près. En 2014, on avait placé la barre, 2015, on avait placé la barre assez haut, on avait dit qu'on allait réceptionner plus de 300 000, et c'est ce qui a été fait. Les chiffres consolidés à la fin janvier donnaient 300 000 et quelques. Et pour l'année 2016, nous nous engageons à réceptionner encore 350 000 logements, tous segments confondus. Ça va du rural jusqu'à la location-vente, bien sûr. Et le gros étant le social. Voilà à peu près la situation. On en est à ce jour. Nous avons en chantier pratiquement 1 114 000 logements en chantier. Alors, du nouveau dans la politique du logement, avec l'introduction du droit au logement dans la Constitution, l'article 54 bis du nouveau texte. Quelles conséquences sur la politique dans le futur?
D'abord, ça consolide la vision du président de la République, que pratiquement le logement était un droit, il reste un droit pour les classes les plus démunies, qui n'ont pas d'autres moyens que les moyens de l'État pour pouvoir avoir un logement et avoir une vie digne, eux et leurs enfants. Ça consolide et ça nous laisse... la Constitution parle de citoyens dans le besoin. Elle le définit clairement. Dans le besoin. Donc, c'est la même classe qui est éligible actuellement au logement social. C'est à peu près ça. Donc, le logement social, c'est à la charge de l'État, ad vitam aeternam, et tant qu'il y a des gens... C'est d'autant plus vrai dans les grandes villes Tana, les capitales régionales essentiellement, et quelques grandes villes, là où le citoyen ne peut en aucun cas avoir un lot de terrain et construire une maison familiale ou autre, mais est obligé de construire en hauteur. Pour construire en hauteur, donc c'est collectif, et ce qui est collectif, c'est l'État qui s'en occupe. La politique du logement s'est traduite notamment par plusieurs opérations de relogement concernant les habitants, les gens qui habitaient, les citoyens qui habitaient les bidonvilles. Est-ce que l'opération s'est terminée ou en est-elle? L'opération globale pour le territoire national, en 2007, il avait été recensé 347 000 citoyens qui habitaient soit des bidonvilles, soit des logements menaçant ruine ou de toute façon non conformes au tissu urbain dans les villes où ça existait. Il a été prévu par la suite 181 000 logements destinés à l'éradication des bidonvilles, dont 45 000 pour Alger. Le gros était là. Sur les 45 000 d'Alger, il y a pratiquement 40 000 qui ont été achevés. Il y a 40 000 familles, en 2015 et début 2016, 40 000 familles qui ont été déplacées des bidonvilles vers des logements décents. Tous les citoyens ont pu suivre la démarche de la wilaya d'Alger. Et je profite de l'occasion pour féliciter pratiquement tous ceux qui sont occupés de cette opération-là, aussi bien à Alger, à Oran, à Annaba et ailleurs. Nous avons la tâche d'éradiquer ces bidonvilles ensemble, et je les remercie, et je félicite essentiellement le wali de Constantine, le wali d'Oran, le wali d'Alger, Sizour, qui a consenti des efforts énormes. Alger, dans sa structure urbaine, dans son rayon urbain, est pratiquement débarrassé de tous les bidonvilles. C'est bien Ouadouchaya, Harramlé et le reste. Là où il y avait concentration. Dans le Grand Alger, c'est-à-dire au-delà de Raya, et au-delà, peut-être dans les environs de Zeralda et autres, il reste à peu près 4500. Ces 4500 sont programmés entre le 15 et la fin mars. Et on aura pratiquement éradiqué de manière définitive les bidonvilles au niveau d'Alger. Alors l'article 9 du décret exécutif 2008-142 considère les habitants des bidonvilles et les victimes des aléas naturels comme étant prioritaires. Certains vous diront que cette démarche a été utilisée par certains pour construire des habitations illicites, des bidonvilles, pour bénéficier d'un logement social. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour empêcher que cela ne se reproduise dans l'avenir? Tout à fait, tout à fait. Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de tricher, de contourner la loi, de contourner le règlement, soit par le biais de dossiers fallacieux, soit... Mais depuis pratiquement 2 ans et demi, depuis l'arrivée du gouvernement Sellel, on s'est organisé de telle sorte que le filet se rétrécisse et maintenant, je peux vous dire que plus rien ne passe. Nous avons mis en place un fichier qui recense 5 500 000 Algériens qui, à un moment ou à un autre, ont eu l'aide de l'État, soit un logement, soit l'aide pour la construction, soit... Et à titre d'exemple, je vous dirais que les citoyens peuvent en témoigner, les citoyens d'Alger, d'Oran, de Annaba, de Saïda et d'ailleurs, que tous ceux
à qui les Wali ont donné des logements récemment, 2015-2016, c'est des gens qui sont nets vis-à-vis du fichier, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais eu avant. Et si je dois concrétiser cet argumentaire par des chiffres, à Alger, pour Ramli tout seul, il y a eu 600 personnes rejetées. On a eu l'occasion, avant Ramli, de vérifier que certains avaient même des villas. Et ça a été montré par la télévision. Et qui se permettait d'aller construire une baraque, soi-disant une baraque, et forcément, ça veut dire un logement. C'est complètement faux maintenant. Complètement faux. Nous vérifions tout. Le fichier est là, on peut connaître. Même s'il a une attestation de revenus fausse, on peut la déceler. Le logement social étant réservé strictement à ceux qui ont 2400 dinars, 24 000 dinars par mois et moins. L'avenir de la politique du logement avec la nouvelle donne, à savoir la baisse des revenus de l'État, est-ce que le gouvernement ou l'État a le moyen de répondre à la forte demande dans les mois, peut-être les années à venir? Je pense que oui. Je pense que oui. Le président de la République a fixé les priorités du pays. Il a été très clair dans toutes les lettres qu'il a adressées à la nation, ce qui a été répercuté aussi par le Premier ministre à moult situations, et à savoir que les transferts sociaux, le logement, la santé et l'éducation restent prioritaires, quelles que soient les capacités financières du pays. Ceci dit, la demande va diminuer obligatoirement. Obligatoirement, la demande va diminuer parce que quand on résorbe la crise et on commence à faire face aux nouvelles demandes, on ne va plus travailler avec des chiffres de millions de logements. Ce sera au plus quelques centaines de milliers de logements qui seront nécessaires pour qu'on ne retombe pas dans la crise. Je prends Alger maintenant, par exemple. Alger, il doit rester peut-être une demande potentielle de gens qui sont à l'étroit, de familles dans un même logement, etc. Bidonville, il n'y en a plus. La classe moyenne, si je prends l'ADL, on va en discuter peut-être tout à l'heure, la classe moyenne va satisfaire à Alger, l'ADL va satisfaire au moins 180 000 entre 2001, 2002 et 2013. Donc même là, les demandes vont s'atténuer et l'État pourra faire face, pourra continuer à faire face. Les gens s'imaginent que les millions dont on parle vont se perpétuer dans le temps avec la crise. Non, ça va être une histoire beaucoup plus abordable financièrement. Moins de tension, beaucoup moins de tension. La demande au logement. Vous avez parlé de l'ADL. Vous me tendez une perche pour justement entamer le dossier de l'ADL, mais commençons d'abord par l'ADL 2001-2002. C'est la dernière ligne droite pour les souscripteurs. Les préaffectations ont commencé pour certains, en attendant les autres. Il a été prévu d'entamer la préaffectation avec un chiffre de 40 000 à travers le territoire national. Qu'en première vague. Qu'en première vague. De toute façon, ça ne s'arrête pas. Commencer jusqu'à la dernière préaffectation. Donc on commence par 40 000. C'est l'organisation qui détermine les capacités à donner, dont 20 000 pour Alger. Actuellement, nous sommes à 10 000 préaffectations déjà données à travers le territoire national, dont 4 800 pour Alger. 10 000 par rapport à quel chiffre le total Par rapport aux 40 000 qu'on avait estimé au départ. Mais les 40 000 ne sont pas, disons, un seuil qu'on ne dépassera pas. Tant que les bâtiments TANA avancent et arrivent à 70% et plus, seront préaffectés. Or, ce qui est en réalisation actuellement à Alger, on a 89 000 logements concernant, enfin, pour le pays, et notamment 60 000 à Alger pour 2001-2002, et nous avons à peu près 100 000 en construction, lancées actuellement pour 2013. Les préaffectations continueront. Est-ce qu'il y a une date limite pour le dernier préaffecté? C'est en fonction des capacités administratives, enfin des capacités de gestion logistique de l'ADL, et en fonction
nous avons décidé, ce qui est logique, de ne pas préaffecter les logements qui n'ont pas atteint 70%. Parce qu'un logement qui atteint 70%, c'est un logement où il reste des finitions à faire, à l'intérieur essentiellement. Donc on connaît le bâtiment, on connaît l'étage, on connaît le logement. Le citoyen est plus rassuré. On ne va pas lui donner un logement qui est en carcasse, en préaffectation. Donc c'est un peu ça qu'on a estimé que, en l'état actuel des choses, les logements qui ont dépassé les 70%, dont certains sont à 85%, sont en ordre de 40 000. Le temps qu'on préaffecte les 40 000, d'autres bâtiments vont atteindre ce niveau et vont être préaffectés, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on termine toute la préaffectation pour 2001-2002. Ensuite, on passe à la préaffectation de 2013. Les préaffectations pour 2013 aussi, on les entame le 13 mars, mais ça, je crois que c'est ADL 2. On en parlera. On en reparlera alors. Donc pour ADL 1, les préaffectations ne s'arrêteront pas. Et pour la fin juillet, au plus tard la fin juillet, nous aurons distribué les clés de 30 000. Ce qui fait que l'engagement qu'on a pris avec les citoyens qui ont eu les préaffectations, 30 000 parmi eux, Inch'Allah, ils sont Ramadan fi diarhum. Inch'Allah. Donc d'ici juillet, on aura remis les clés et ça continue, ça ne s'arrête pas. Les chantiers sont en cours. J'ai fait jeudi, j'ai entamé une visite à travers tous les sites de l'Algérois. Ensuite, j'avais fait les sites d'Oran et d'ailleurs. Le travail continue et d'une manière générale, les logements que nous avons lancés en 2013 doivent être réceptionnés en 2016, obligatoirement. Donc, je pense que 2001-2002, au plus tard, fin 2016, ils auront tous leur logement. Inch'Allah. Alors, y a-t-il un ordre de priorité, notamment pour les personnes handicapées? On a tenu compte, vous savez, il y a une série de réunions pour tester le logiciel et alimenter le logiciel qu'a utilisé l'ADL. C'est très complexe. Ce logiciel tient compte de l'ordre chronologique, du nombre d'enfants, de l'âge de la personne, de son handicap, quel que soit l'handicap. Plusieurs paramètres. Oui. Maladies chroniques, on a tenu même compte des maladies chroniques, maladies respiratoires et autres. Et c'est le logiciel qui les place au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage. Et on n'a pas eu de réclamation jusqu'à présent, on a vu juste. Donc, on tient compte de l'handicap des gens, qu'ils soient handicapés moteurs, visuels, qu'il ait une maladie chronique, hypertension, maladie respiratoire ou autre. On a tenu compte de tout cela, c'est ficelé au millimètre. Alors, une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est relative au prêt du logement ADL. Des explications, Monsieur le ministre. Pour 2001-2003, 2001-2002, il n'y a aucun changement prévisible ou prévu. Bon, il se trouve qu'une journaliste m'a posé la question à Sidi Abdallah, est-ce qu'il y aura augmentation? J'ai dit pour le moment non, rien n'est prévu. Elle m'a dit donc dans le futur, c'est peut-être... Écoutez, moi je ne domine pas le futur. Actuellement, aucune décision n'a été prise à ce niveau-là par le gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait que le ministère de l'Habitat fasse une proposition officielle au gouvernement, que le gouvernement l'adopte, et à ce moment-là, elle deviendra publique. Mais toujours est-il qu'il y a une logique. L'ADL 2001-2002 fonctionne avec des prix de 2001. Nous sommes en 2016. La conjoncture économique a changé. Même les salaires ont augmenté, etc., etc. C'est universel, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Donc, vous, en quelque sorte, vous n'écartez pas une petite augmentation pour ceux de 2013? Je n'écarte pas, je ne confirme pas, mais je n'infirme pas. Et je pense que les Algériens, contrairement à ce qu'on pense, sont très, très, très logiques dans leur manière de raisonner. Si je prends quelques indices de prix populaires, le montant tel est dans le pays en 2001, on le payait à 6 000 dinars. Aujourd'hui, il coûte 40 000, 35 000, 40 000 dinars.
En ce qui concerne la vie normale, quoi, en dehors de ce qui est soutenu par l'État. Volontairement soutenu par l'État. Mais tout le reste... je peux affirmer une chose, au nom du gouvernement, que si augmentation il y a, ce n'est pas une augmentation qui appauvrira le citoyen. Ce n'est pas une augmentation qui changera la nature semi-sociale du logement ADL. Logement ADL. Donc ce sera, nous, si on a une proposition à faire au niveau du ministère, ce sera entre 5 et 10% à peu près, pas plus. Alors, l'ADL... Allez-y, monsieur. Je tiens à préciser encore une fois, moi je pense que le président de la République a décidé, on applique, et on applique avec tout l'engagement nécessaire. Le logement ADL est un logement semi-social. Le logement ADL coûte à l'État actuellement à peu près 5 500 000 dinars. Le citoyen paye 2 800 000. Pour vous dire que le gros est actuellement, c'est l'État qui le paye. Mieux encore, jusqu'à présent, pour 2001-2002, l'État soutient le prix du mètre carré habitable pour 10 000 dinars. C'est-à-dire que quand on traite avec une entreprise pour 40 000 dinars le mètre carré, au fait, le citoyen ne paye que 39 000. Parce que 10 000 dinars sont un soutien du Trésor au programme du logement. Et il faut que ça reste semi-social, parce que ça s'adresse à une classe moyenne qui a été laminée par toutes les crises qu'a connues le pays, notamment au moment de la décennie noire. C'est la classe qui a été le plus massacrée. Les enseignants, les jeunes fonctionnaires, etc., etc., même les jeunes militaires, les jeunes policiers, etc. Donc pas question de changer globalement la destination de ces logements-là, mais on s'adaptera comme on peut à la réalité. À la conjoncture. Alors pour ce qui est de l'ADL 2013 ou l'ADL 2002, comme on l'appelle, l'opération des choix des sites commencera le... Parce que je sais que les citoyens sont très très sensibles à ces choses-là. Je tiens à préciser que pour 2001-2002, il n'y a aucun changement. Aucune augmentation. C'est clair. Nous allons leur créer au même titre, avec le même prix qui a été payé par ceux qui ont eu leur logement en 2002 et 2003. Le raisonnement que je tenais, je réfléchissais à haute voix, ce n'était pas une décision qui est prise, ce n'est pas une décision, je réfléchissais à haute voix pour nous adapter à la conjoncture, que s'il y a une petite augmentation, qui ne sera pas ressentie par le citoyen parce qu'elle va s'étaler sur 20 ans. De toute façon, on trouvera les formules pour qu'il ne sorte pas ça de sa poche en cash immédiatement. Mais sur 20 ans, ça aide. Ce sera uniquement pour 2013. Pas 2001, 2001-2002, rien. Aucun changement. Alors, 2013, l'opération choix des sites, elle commencera quand et comment elle va se dérouler? Pour 2013, en principe, on ouvre les sites pour le choix, enfin on ouvre le choix des sites. On commencera par 7 wilayas à peu près, selon la pionnière. Ce sont des wilayas qui ont la spécificité de ne pas avoir de demande de 2001, de 2002 à satisfaire. Donc, sans rentrer directement sur 2013, je peux vous les citer, c'est Béchar pour 1500 logements, Laghouat 1000 logements, Jelfa 700 logements, Stef 2000 logements, Constantine 2000 logements, Khanchla 1500 logements et Aïnt Mouchent 1500 logements. On commencera par cela. Ensuite, on continuera. On continuera avec les grandes villes. Au fur et à mesure, je vous l'ai dit et je le répète, on a un critère intangible dont on doit tenir compte, c'est l'état d'avancement qui dépasse les 70%. Donc pour Alger, ils ne sont pas concernés par le 13 mars. Du moins pour les logements, si. Alger, comme nous avons une grande masse pour 2001-2002, il serait souhaitable que, dans toutes les préaffectations de 2001-2002, et ensuite passer à l'excédent pour essayer de satisfaire les 2013. Mais Alger, priorité 2001-2002.
Venons-en. Mais il y aura des préaffectations pour 2013, en 2016 pour les gens de 2013 à Alger. Mais je ne veux pas encombrer l'ADL, parce que l'ADL, elle est en train de gérer des centaines de milliers de logements. On s'est embrouillé une première fois lorsqu'on a lancé les ordres de versement 2001-2002, ensuite en même temps les ordres de versement, ça a créé un cafouillage. Bon, maintenant, on ferme le dossier, on clôt le dossier de 2001-2002 et on passe tout de suite après à 2013. Et je pense que les préaffectations pour 2013, je ferai l'impossible pour que ça commence au mois de juillet, peut-être avant ou tout juste après. Et les premières décisions, est-ce que vous pouvez donner une date, peut-être en 2017, en 2018 Pour le logement 2013. Je pense qu'il y a, pour les grandes villes, là où les chantiers avancent très bien, là où il y a un excédent par rapport à 2001-2002, notamment Alger. Alger, je vous dis, 2001-2002, il y a environ, parce que les chiffres changent quotidiennement à cause du fichier. Quotidiennement, il y a des gens qui tombent. Et nous n'avons pas encore entamé le contrôle avec le certificat négatif des domaines, parce que les domaines n'arrivent pas à suivre notre rythme. Mais globalement, c'est 60 000. Or, il y a nettement plus, il y a pratiquement 80 000, 85 000 logements, 90 000 logements qui sont en réalisation. Je pense qu'il va rester à peu près une quinzaine de mille, une vingtaine de mille pour 2013, après affecté en 2016. Venons-en, donc c'était pour l'ADL 2001, 2002 et 2013. Venons-en au dossier du LPP. Les préaffectations ont connu un retard. Vous avez la première fois annoncé l'opération des distributions, la remise des préaffectations pour le mois de décembre. Aujourd'hui, on entame le mois de mars. Comment, quand va se dérouler l'opération et comment va-t-elle se dérouler? Ben, ça tombe bien, c'est demain matin. Demain matin que les sites, le choix des sites peut se faire par les citoyens. Donc, dès demain matin... Le traitement des dossiers, vous voulez dire, pas le choix. Ils choisissent leur site. Ça, enfin, le traitement des... dossiers. Oui. Le traitement des sites, c'est-à-dire dès demain matin, on commencera à traiter et on communiquera au fur et à mesure, chacun sur son compte, sur son mail, il recevra la notification, les messages nécessaires. Globalement, il y a 3 messages. Le premier message pour lui dire que le site que vous avez choisi a été retenu, donc vous avez choisi tel site, vous êtes dans tel site. Le deuxième message pour lui dire que vous avez choisi en premier lieu tel site. Malheureusement, ce site est saturé parce que vous avez l'ordre chronologique. Vous êtes à 10 000, alors que le site que vous avez choisi ne contient que 1000, donc forcément il y a des gens qui l'ont choisi avant vous, etc. Et pour d'autres, le troisième message, pour dire que on retient le site, vous êtes dans le site que vous avez choisi, mais la préaffectation ne se fera pas avant que ce site n'atteigne 70% de trucs. Étant donné que c'est un principe qui a été retenu, donc pas de préaffectation, priorité absolue pour le LPP, priorité absolue sera donnée aux souscripteurs qui ont été transférés de l'ADL vers le LPP. Et on a parlé d'un pourcentage dans chaque site à hauteur de 25%. C'est très délicat, vous savez, on essaie d'être le plus transparent possible. C'est d'être transparent, tout simplement. On essaie d'être les plus justes possible. Il y aura toujours des gens qui vont contester, ça c'est certain, c'est la nature humaine même. Mais si on donne la priorité aux 4000 tout à l'heure, ils vont tous choisir les meilleurs sites. Je ne cite pas les sites parce que ils vont choisir. Ils ont la priorité pour la préaffectation. Mais on leur a laissé l'équivalent du nombre par rapport au nombre global en priorité dans tous les sites. C'est-à-dire que si le nombre global de préaffectation pour Alger sera de 16 000, au moins ils sont 4 000,
Donc c'est 25%. 25%, oui. Donc ils ont droit à 25% sur tous les sites. Les 75% qui restent seront pour les gens qui se sont inscrits. Ça a duré, on s'est perduré en réunion avec le LPP, avec le NPI. Et ils ne sont pas rodés pour ça. Ils ne sont pas rodés pour ce travail informatique, premièrement. Deuxièmement, on a été beaucoup perturbés. Les ordres de versement, les premiers ordres de versement qui ont été donnés, beaucoup n'ont pas été honorés. Donc ça fait pratiquement 9 mois que les gens n'ont pas versé leur premier versement. Vous nous donnez un chiffre par rapport au nombre qui n'ont pas... Je crois que j'ai le chiffre, T'as le LPP, attendez, je vais vous donner un chiffre exact. Voilà, pour le LPP, je n'ai pas l'habitude de prenez tout votre temps, monsieur le ministre. Alors, pour le LPP, alors je vous donne un chiffre. Bon, pour les 50 000 initiaux, il y a 49 000, enfin 50 000 hors de versement qui ont été donnés, 49 895. Le paiement effectif, 34 456. Bon, on en a conclu que seuls les 34 456 sont intéressés, les autres n'ont pas voulu honorer les ordres de versement pour des raisons qui les concernent, ou peut-être pour certains, sachant que la pièce maîtresse sera dans des domaines, le certificat négatif pour d'autres, ils pensaient que c'était un programme social. Enfin, je ne sais pas quelles sont les raisons qui les motivent, mais toujours est-il que sur les 50 000, il y a 34 500 uniquement qui ont payé. Alors, tenir compte, dans l'ordre chronologique de la répartition des logements, en temps et en cité et en lieu, si on tient compte du premier versement, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas versé. Il y a des gens qui aussi, des souscripteurs qui se sont désistés aussi pour le deuxième versement. Tout ça a fait que le logiciel a été complètement perturbé. Il fallait trouver quand même une méthode de répartition qui fasse qu'on soit en même temps transparent et juste. Et c'est ce que je viens de vous dire. Et les critères de choix sont toujours les mêmes que vous avez annoncés la fois passée, à savoir les maladies, les handicapés, etc. Le versement de la première tranche. Et le versement de la première tranche. Premier choix chronologique, c'est le versement de la première tranche. Alors, ce qui est logique, parce que celui qui n'a pas versé la première tranche ne peut pas avoir le versement de la deuxième tranche. Le versement de la deuxième. Alors, quand le souscripteur pourra-t-il connaître le prix définitif de son logement LPP? Une question qui fait couler aussi beaucoup d'encre. On ne connaît pas le prix exact du mètre carré. Le prix exact, de toute façon, nous sommes tenus par deux choses essentielles. D'abord, le prix avec lequel on aura traité avec l'entreprise de réalisation. Il ne peut pas être moins que le prix officiel du marché. Deuxièmement, les charges. Troisièmement, le terrain. Tout ça fait que on a estimé que le prix tournerait autour de 950 000 dinars le mètre carré. C'est-à-dire à peu près 96 000 dinars. Ouais. 95 000 dinars le mètre carré, à peu près. Vous multipliez par la surface, puisqu'il y a des logements... Est-ce qu'il le dépassera dans le futur? Ça m'étonnerait qu'il le dépasse. Les logements que nous avons lancés avec les prix que nous avons négociés avec les entreprises de réalisation font que ce prix sera très certainement respecté. Le prix du mètre carré. Je ne vous donne pas le prix du logement parce que les superficies diffèrent d'un 9,3 à un 9,5. Donc c'est multiplié par la superficie auquel s'est ajoutée la décision qu'on avait prise et qui n'influe pas sur les 95 000 dinars de mètre carré, à savoir la cuisine équipée, le chauffage et la climatisation. Et les prix, est-ce qu'ils sont en TTC ou hors taxe? Pour le moment, ils sont censés être en hors taxe,
TTC, bon, s'il y a la TVA, s'il y a le... C'est à la charge du souscripteur. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais une chose est certaine, je ne vous cache pas, sincèrement, pour le moment, on parle d'un prix de réalisation. Ce que coûtera le logement. S'il y a ensuite des taxes qui sont instituées au logement, ça ne finira pour rien, parce que finalement, 2%, 3% de plus ou de moins, ce n'est pas ça qui va changer la politique de l'État. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire une bonne fois pour toutes que ce n'est pas une opération où on devait faire des bénéfices. Ils sont partis du principe que la segmentation des logements telle qu'elle s'est faite par le ministère de l'Habitat depuis 2012-2013, en est allé crescendo, ça va du rural, en passant par le LSPLPA, l'ADL, et on se retrouve maintenant avec à peu près 30 000 à 40 000 citoyens de la classe moyenne supérieure, médecins, pharmaciens, directeurs dans un ministère, officiers, rédacteurs en chef dans un journal, etc., etc. Ces gens-là ne sont pas éligibles à l'ADL. Parce que leur salaire dépasse de loin les 11 000, les 110 000 dinars. Ils ne peuvent en aucun cas aller au marché libre, où ça chiffre par milliard. C'est jamais en centimes. Les logements tels qu'ils se vendent actuellement, c'est 3 milliards 400, 3 milliards 500, 2 milliards 900, etc. Ces gens-là n'ont pas ces capacités-là. Alors, on a conçu ce programme pour eux. On a conçu ce programme qui, le coût du logement sera au moins aussi bon que celui de la promotion libre et qui va coûter le tiers, pratiquement, de ce que coûte la promotion libre. Donc 1000 dinars de plus ou 1000 dinars de moins, ce n'est pas ça qui va changer la politique de l'État. C'est un logement qui a été conçu, c'est un programme qui a été conçu pour aider la classe moyenne supérieure, avec un engagement ferme que le NPI, qui s'occupe, ne doit pas perdre. Si elle doit faire 5 à 10% de bénéfices, c'est le maximum pour payer ses cadres, pour payer ses trucs, mais pas plus. Certains vous diront qu'il y a une disparité quand même de 100 000 dinars entre ceux qui dépassent 108 000 dinars et ceux qui sont payés à 20 millions de centimes par mois. Dira l'ex de l'ex. Il faut bien que ça commence quelque part, que ça s'arrête quelque part. Non, je parle de la disparité à 100 000 oui, dinars. Oui, parce que si vous passez à la disparité à 110 000 dinars, l'autre, il dit que je n'ai que 113 000 dinars. Ou l'autre, il dit que moi, je n'ai que 120 000 dinars. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça, c'est d'ailleurs tous les textes, d'une manière générale, concernant l'aide de l'État ou concernant l'éligibilité à tel ou tel truc, fixe des limites. Quand vous les dépassez, vous les dépassez. Et ça, je n'y peux rien. C'est pas une décision du ministre ou une décision de... Ça, c'est le règlement. On applique. Nous sommes obligés d'appliquer. La banque finance à hauteur de combien le logement LPP, monsieur le ministre? Pour nous, pour régler la problématique de la troisième tranche. Il n'y a pas de troisième tranche. Il n'y a pas de troisième tranche. Dans le LPP, il n'y a pas de troisième. Les deux tranches ont été versées. Le NPI est en train de s'endetter auprès de la banque. C'est un programme de logement où le Trésor n'intervient pas. Le budget de l'État n'intervient pas. C'est commercial entre le NPI et la banque. C'est ce que j'avais expliqué à certains souscripteurs quand ils demandaient une diminution. Une diminution, si le NPI, si le citoyen ne paye pas, il faut que quelqu'un paye à sa place. Et le NPI ne peut pas payer à la place de quiconque parce qu'elle-même, elle est en train de s'endetter auprès de la banque. Bon, avec des taux d'intérêt bonifiés. Bien sûr. Bon, maintenant, le citoyen, il est éligible, il va avoir sa préaffectation. Il y a une règle d'or dans toute opération commerciale, il n'y a pas d'étalement de la dette. Les clés seront remises au paiement intégral. Ce qui veut dire que ce qu'il a versé maintenant, il fait la soustraction par rapport au prix total du logement, la soustraction de ce qu'il a versé, le reste, il doit le verser avant d'avoir ses clés. La différence. La différence. Qui pourrait être assimilée à une troisième tranche, quand même.
C'est un paiement intégral. Un paiement intégral, qu'il le fasse sur ses économies, sur l'aide de la famille ou sur un prêt bancaire, c'est pas le pays qui va le payer. L'essentiel, c'est qu'il paye. Le document de préaffectation en poche, que fera le souscripteur, relation banque-souscripteur qu'on connaît assez mal, là, Monsieur le ministre? Pour les banques, on a facilité les choses à tous les souscripteurs, puisque maintenant, il y a une banque qui est chargée de ce programme-là, c'est le CPA. En son nom personnel et au nom de toutes les banques algériennes, puisque toutes les banques algériennes sont en train de participer à ce programme de logement à travers le CPA. Donc c'est un consortium pratiquement qui a été créé pour le CPA étant l'assemblée financier de ce programme-là. Je pense qu'ils sont, quand on a un salaire équivalent au salaire qui vous rend éligible au LPP, donc vous êtes forcément éligible à un prêt. Mais est-ce que c'est le souscripteur qui va se déplacer à la banque avec son dossier ou c'est le pays qui va... Non, souscripteur. C'est le souscripteur qui va... Souscripteur, oui. Voilà. Les relations souscripteur-NPI s'arrêtent aux versements initiaux, à la préaffectation, l'affectation définitive, remise des clés, après paiement. Après paiement. Maintenant, le paiement, comment il paye? C'est le problème du souscripteur. Alors, une question qui nous a été posée par les téléspectateurs, elle concerne les gens, les souscripteurs transférés de la formule ADL vers la formule LPP. Beaucoup d'entre eux se trouvent aujourd'hui aux portes de la retraite avec des revenus qui vont bien évidemment baisser. Quel sera leur sort devant les banques, sachant qu'ils n'auront pas assez de temps peut-être pour rembourser tout l'argent qu'ils ont prêté? Parce qu'ils auront un traitement spécial. Je ne présume de rien, mais je pense que la banque, forcément, ce qui est une relation normale entre un client et une banque, c'est de prendre une hypothèque sur le logement. Et le logement sera libéré au moment où le citoyen remboursera intégralement ce qu'il a emprunté chez la banque. Mais en tout cas, il est éligible, étant donné son salaire. Le reste, c'est une relation entre lui et la banque. Et de toute façon, même pour les autres souscripteurs, la banque, quand elle vous prête, même quand, pas forcément pour les retraités, la banque, quand elle vous prête, elle prend une hypothèque sur le logement. Et elle ne vous libère l'hypothèque, elle ne lève l'hypothèque que lorsque vous allez rembourser votre prêt. C'est normal. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des faillances, il peut y avoir... Le logement reviendrait à la banque. Le souscripteur, que soit celui de l'ADL ou celui du LPP, une fois logé, pourra-t-il disposer librement de son logement? Le LPP et l'ADL, il y avait l'ancienne réglementation, prévoyait une date minimum d'habitation, d'occupation de ce logement par la famille de 10 ans. On l'a réduite à 5 ans. Donc il ne peut pas vendre, il ne pourra pas vendre ce logement-là avant 5 ans. Il doit l'occuper, réellement l'occuper pendant un minimum de 5 ans. Soit l'ADL ou la LPP? ADL ou LPP. Et sinon, si on ne fait pas ça, donc sinon, dès qu'il a les clés, il est déjà vendu. Et je le dis, pour le LPP, il y a une différence minimum de 1,5 milliard de centimes par rapport au marché extérieur, au marché de l'immobilier et le prix du LPP. Largement nourri par la spéculation. Bien sûr. Alors, entre parenthèses, on avait, dans une émission, je ne sais pas si c'était avec vous ou ailleurs, on avait signalé, on a déposé, on a demandé des enquêtes de gendarmerie sur certains sites de vente de logements où les gens proposaient des logements ADL qu'ils n'ont pas encore eu. Ils proposent aussi des échanges ADL, ce qu'on a constaté les derniers. Ça, on a demandé à la gendarmerie, à la police d'enquêter immédiatement sur le site ADL, je ne le cite pas, on le connaît, les gens le qui a proposé aux gens de leur changer des... Ça, c'est de l'escroquerie pure, l'arnaque,
Et aucun site ne peut leur promettre ça, et personne ne peut leur promettre des histoires. C'est l'ADL qui s'occupe de son patrimoine. Il a un site, demain peut-être, on verra. Si des familles veulent échanger chez Badhambad, on m'a donné Ouled Faïd par exemple, c'est très beau, c'est kada, mais moi je préfère Sidi Abdallah parce que ma famille est à Rahmaniya ou la Hadi ou la ceci ou la ça. En passant par l'ADL. En passant par l'ADL, obligatoirement. Alors quand commencera la remise des clés pour les souscripteurs LPP? C'est-à-dire? La remise des clés, les premiers bénéficiaires. Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée? D'autant plus qu'on a vu que certains chantiers ont considérablement avancé. Si je prends certains sites, c'est dans 2 mois. Je prends par exemple Bousmaïl, je prends le Qléa, je prends... certains sites sont très avancés. Peut-être qu'on fera même par la préaffectation, on remettra carrément les clés. Pour les autres, une bonne partie, en tout cas du LPP, pourront habiter fin 2016, premier semestre 2017, selon l'état de nos chantiers. Venons-en à une autre question, quand vous avez posé lors de votre premier passage en octobre, et qui concerne toujours ce fameux projet de 2684 logements, une question qui nous a été posée par les bénéficiaires. Où en est la situation de ce projet? Le projet du LSP. Du LSP. LSP, bon, je pense que eux-mêmes, les citoyens peuvent en témoigner depuis l'émission. On a pris ce problème à bras-le-corps. Ce n'est pas pour fuir nos responsabilités, mais le ministère n'est pas responsable de la marge des chantiers du LSP. Nous sommes impliqués dans le LSP dans la répartition par wilaya. À l'intérieur de la wilaya, la répartition se fait localement. Nous sommes tenus par l'aide que la CNL doit donner. Bon. Mais comme on a vu que ça posait beaucoup de problèmes, et même sur le plan juridique, ce n'était pas très net. Bon. On a agi selon ce que nous dictait l'aide qu'on doit amener aux citoyens pour le libérer de... C'est kafkaïen, parce que chaque cité est un problème à part. Le problème ne se ressemble pas. Certains sont à 90%, d'autres n'ont pas démarré, d'autres ceci, d'autres cela. Mais depuis, une commission du ministère a sillonné les 48 wilayas, chantier par chantier. Dans certains cas, les promoteurs ont repris le travail. Si je dois parler de Batijak ici pour Alger, je crois que pour Fort-de-L'Eau, ça a été même distribué par le Wali, si j'ai bonne mémoire. Draria, c'est un très bon chemin. Je pense que 2016 sera l'année où on réceptionnera ces logements-là. Pour Constantine, on a trouvé une solution. Hadha. Pour là où ce sont les entreprises publiques qui ont été chargées de la promotion, OPG ou autre, on a pris des mesures. Pour d'autres, je vous dis, chaque chantier est un cas. Pour beaucoup de promoteurs, certains ne se sont pas inscrits au fonds de garantie. Le fonds de garantie qui garantit la bonne fin d'exécution et les deniers du citoyen. Ils ne sont pas inscrits. Le Trésor ne peut pas financer cette opération-là parce que c'est une opération qui lie un privé à un autre privé, un citoyen et un promoteur privé. Il y a, dans certains cas, les promoteurs ont eu le versement du citoyen plus ce que la CNL donne aux citoyens. Dans d'autres cas, la CNL n'a pas encore versé. Parce que la situation du chantier, l'état d'avancement du chantier ne permettait pas de verser. Dans chaque cas, il y a une manière d'agir. Une substitution possible, un transfert possible vers notre programme, l'achèvement possible, etc., etc. Mais d'une manière générale, on a secoué le cocotier
les fruits commencent à tomber. Alors, ailleurs dans le monde, le secteur de l'habitat s'est déjà orienté vers la conception et la production de logements durables, de qualité. Ce n'est pas le cas en Algérie où on ne dispose toujours pas d'un modèle énergétique, par exemple. Oui, le modèle énergétique est nécessaire de toute façon, surtout par les temps qui courent. On a des tentatives. On a à Gelfa, par exemple, on a une tentative, on a 60 logements. C'était une expérience de logement isolé, double vitrage, de double paroi, avec du polystyrène, etc., pour essayer d'amener ces logements-là à un minimum de consommation énergétique. Mais ça tient aussi au comportement. Vous savez, même ces logements-là... Parler de l'approche participative au niveau local? Notamment. Notamment parce que, vous savez, le prix du gaz étant ce qu'il est, le prix du gasoil étant ce qu'il est, ça n'incite pas les gens à faire des économies. Je ne pousse pas à l'augmentation, hein. Je ferme la parenthèse. C'est un pays de... Bon, on a toujours utilisé le solaire comme substitution à l'énergie classique de l'électricité. Vous prenez le village de Mlouka, par exemple, il fonctionne avec une centrale énergétique à Adrar. D'autres endroits fonctionnent avec des centrales solaires, pardon, etc. Les citoyens de l'extrême sud, on est en train de compenser leur consommation d'énergie par distribution de panneaux, etc. Photovoltaïque. Hanaf Sidi Abdallah, Bouinan, la décision est prise, elle est contractualisée avec les entreprises de réalisation. Sidi Abdallah et Bouinan, tout l'éclairage public sera en solaire. Donc on n'utilisera pas l'énergie de Sonelgaz pour l'éclairage public. C'est déjà une avancée. Et nous sommes en train de calculer le coût de revient d'un logement qui répondrait à ces normes d'économie d'énergie, notamment du point de vue... Est-ce qu'il coûte plus cher ou... Il coûte plus cher, forcément, il coûte plus cher. Comme on est tenu par un prix du mètre carré, je vous parle en toute transparence. Le prix du mètre carré, ce n'est pas le ministère qui le fixe, c'est le ministère des Finances qui le fixe. Et on vous donne par rapport au prix du mètre carré. S'il y a augmentation et qu'elle est acceptée, ça ne nous pose aucun problème. On répercute sur l'entreprise de réalisation. Tout le monde sait que c'est à titre, lorsque vous réalisez quelques logements, quelques centaines de logements, même quelques milliers de logements, c'est un programme possible. Lorsque vous réalisez des millions de logements, c'est un peu plus difficile. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus difficile. Et vous calculez le coût sur certains millions, vous verrez que ça risque de se faire au détriment du nombre de logements. Alors, l'Algérie, plus exactement... Mais nous sommes très, très, très sensibles à ça. Nous faisons tout. Il y a une cellule de recherche au niveau du ministère de l'Habitat. Le CNERIB, qui est le centre de recherche, l'ingénierie du bâtiment. Tout le monde y est. C'est ce qu'il faut faire. Déjà, dans beaucoup de logements qu'on a visités à Sidi Abdallah, le double vitrage y est. Les cloisons, c'est trop tard, ça c'est déjà fait. Mais pour les autres, on va tenter de lancer quelques milliers de logements en double cloison, avec une isolation thermique extérieure, plus une isolation phonique, et même le double vitrage vous donne à la fois l'isolation thermique et l'isolation phonique. On va essayer de le faire dans la mesure où le prix du mètre carré sera raisonnable. Alors l'Algérie, plus exactement le nord du pays, connaît une expansion urbaine. Pour une grande partie d'entre elles, elles sont faites sans savoir si ce type d'habitat est autorisé en termes de droit à construire. Et je vous relance sur la fameuse question des lotissements par rapport à la loi 90 du 11 décembre 90. Vous savez, il y a des lois plus rapprochées. Il y a des décrets de Sellal, du Premier ministre,
subséquent expliquant la loi. Le lotissement tel qu'il était conçu en 90, ce n'est pas le lotissement que nous sommes en train de donner actuellement. Le gros de ce que nous sommes en train de donner comme lotissement, c'est des lotissements sociaux. Ce n'est pas commercial. C'est des logements de substitution à des programmes de logement. Je m'explique. D'abord, si je prends l'extrême sud, vous ne pouvez pas réaliser un logement qui dépasse la superficie du logement du nord. Or, il y a de l'espace. Le mode de vie nécessite beaucoup d'espace. Et c'est là où on est allé à des terrains, à des lots de terrains qui peuvent aller à 400 mètres. Borj Baji Bakhtar, Timiaouine, dans la plupart des communes d'Illizé, Tamarasset, Jeannette aussi, etc., etc. En remontant, ça diminue un peu. À Adrar, dans certaines communes, oui, on peut utiliser ces superficies. Mais avec une condition, un minimum de 250 mètres carrés. L'État donne une aide. C'est des lotissements sociaux, plus l'aide de l'État pour construire, l'autoconstruction. C'est presque l'autoconstruction. C'est des logements que l'État n'aura pas à réaliser et qui passent, comme les logements sociaux, qui passent par le fichier national. Celui qui a déjà ne peut pas prendre un lot de terrain. Maintenant, ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire dans les hauts plateaux, parce que quand je dis les hauts plateaux, Borj Bahri, c'est les hauts plateaux, Sétif, c'est les hauts plateaux, Gelfa, c'est les hauts plateaux. Bon. Là, nous sommes en train de subdiviser les lotissements en lotissement social, lotissement semi-social et lotissement commercial. Au même titre que la segmentation du logement. Ça va du rural, du social, à l'ADL et le LPP. On essaye de le même cheminement de raisonnement en fonction des revenus pour les lotissements. Nous espérons, ce n'est pas impossible, et je pense que ça va se faire, qu'on ouvre des lotissements aussi dans les communes du Nord. Les communes de 5000 habitants, de un peu plus, un peu moins, là aussi, c'est là où le besoin se fait sentir en logement et ailleurs. Bon, et c'est des gens qui ont des habitudes. Si je prends Gelfa, je prends le Bayad, je prends l'Arwat, c'est des gens qui vont au bâtiment contraints d'y aller, mais qui souhaiteraient avoir beaucoup plus un logement familial que... Parce qu'ils sont habitués. Dans les traditions de la région. Alors, toujours à propos de lotissement et dans le sillage de cette fameuse loi de 90... Entre parenthèses, oui. Nous sommes actuellement à près de 380 000 lots de terrain qui ont été donnés. Les lotissements, bien sûr, l'aménagement, les verres des lotissements étant à la charge de l'État. Certains lots ont été donnés dans le cadre des plans d'occupation des sols faits par les communes, conformément à la loi 90. Aujourd'hui, on se retrouve avec certains problèmes, notamment pour ceux qui disposent d'un logement acquis auprès d'un promoteur immobilier qui n'a pas la propriété de la parcelle. Ben, c'est toute la loi, la 1508. C'est ça, elle est venue pour régulariser tous ces cas-là. Ils seront tous régularisés? Oui, en principe, là où il n'y a pas de contrainte majeure, il y a certains cas qui ne sont pas régularisables. Ceux qui ont construit dans des zones qui touchent à la sécurité du citoyen, à la sécurité de ceux qui ont construit sur des canalisations de gaz ou d'assainissement ou autre, mais d'une manière générale, on sait que, moi j'étais Wali, et on a toujours travaillé dans le cadre des réserves foncières, même les lycées, les CEM, tout ça, les choix de terrain étaient faits par décision du Wali. Le permis de construire, souvent, ne suivait pas. Là, et on se trouve maintenant avec des gens, des coopératives qui ont été autorisées dans les années 90, même ici à Alger. Sonergaz, notamment par l'OPJ. Par les OPJ et autres. Bon, nous sommes en train de régulariser. Les domaines sont en train de régulariser le terrain, le transfert du terrain. J'ajouterai un détail pour ça. Nous sommes passés par une période
Jusqu'en 88, pratiquement, c'était les réserves foncières communales. On les gérait, comment on les gérait. Bon. Ensuite, c'était les decks qui sont installés. Bon. Et c'est là où on a eu le maximum de décisions, d'attributions, de délibérations, de ceci, cela, qu'il faut régulariser maintenant. Parce que ces terrains-là n'ont jamais été transférés par les domaines, aussi bien à l'APC, et donc l'APC n'avait pas le droit de vendre ou de céder un bien qui ne lui appartient pas. Mais la préoccupation aujourd'hui d'un citoyen qui a acquis un logement, si par malheur le dossier est rejeté, il ne peut pas être rejeté, il ne peut pas être rejeté. Non, je parle de ceux qui ont des logements et qui n'ont pas d'acte de propriété. Si jamais on est appelé à démolir... On peut pas... Bon, si c'est récent, et ça a été fait en dépit du bon sens récemment, ça c'est... Je n'y peux rien. Mais tout ce qui est situation antérieure à 2008... sera régularisé. Sera régularisable. Régularisable. Alors, dernière question, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pour la grande mosquée d'Alger, une polémique autour de risques sismiques. Qu'en est-il exactement, Monsieur le ministre? Ben, écoutez, je vous dirais que d'abord que c'est un bureau d'études. Les études ont été faites. C'est un bureau d'études étranger qui a fait d'études. Ensuite, les fondations ont été étudiées pour. Il y a eu beaucoup d'interventions de beaucoup de spécialistes des séismes et de la mécanique des sols. Les plus grands spécialistes se trouvent être au niveau du CGS, du Centre du génie sismique Ntana, c'est M. Belazougi, de réputation au moins méditerranéenne, connu pour ses cheveux en blanchi dans cette technique-là. Ensuite, il y a eu un séminaire à Bab Zouar, à l'université de Bab Zouar, organisé sur ça, qui se termine par, je dirais, un bravo de tous les grands professeurs, les spécialistes étrangers, qui ont félicité le bureau d'études, qui ont félicité l'entreprise pour le travail qui a été fait Maintenant, il se trouve qu'il y a un ou deux charlatans qui sont là, à prôner, etc. Je dirais tout simplement que tout a été étudié pour, que c'est des fondations qui ont été calculées pour ça, que le terrain, selon l'affirmation du centre du génie sismique et le CTC et le laboratoire du logement, le terrain sur lequel est bâtie la mosquée, notamment le minaret, est classé en deuxième position après le sol rocheux. Ce n'est pas un sol meuble. Plus les fondations ont été calculées en conséquence, bon, actuellement, il y a des tours qui font 1000 mètres actuellement, 1 kilomètre, et on ne pose pas ce problème-là. Donc il n'y a pas moyen de s'inquiéter? Non, non, aucune inquiétude. Les travaux continuent normalement. Tous les contrôles qui devaient être faits ont été faits. Toutes les affirmations de la conformité des études et des travaux, nous l'avons. Le baqi, c'est la conjoncture. Alors un dernier mot avant de refermer cet entretien, M. Abdelmajid Tebboune. Je vous laisse 2 minutes. Ben, je dirais 2 minutes, je vous réitère mes remerciements et je dirais aux citoyens, aux téléspectateurs qui nous écoutent, que tous les efforts sont fournis actuellement, aussi bien par les structures du ministère. Il y a 22 000 cadres et fonctionnaires dans ce secteur-là, dans ce ministère-là, qui sont à la disposition des citoyens. Tout le monde travaille, et il travaille dur. Et je les félicite. Je profite de cette occasion pour tous les directeurs d'OPJ, les fonctionnaires, les DMO, les directeurs d'entreprise. Je pense que jusqu'à présent, le citoyen a pu constater, quelles que soient les tentatives
de détournement de nos engagements ici et là, que nous avons tenu nos engagements. Chaque fois que nous donnons une date, elle est là. Lorsque je rappelle encore une fois aux souscripteurs de 2001-2002, c'est qu'eux-mêmes, en 2012, fin 2012, quand on a entamé la régularisation, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était une opération démagogique liée aux élections. Maintenant, on est à la préaffectation. Ça devient une réalité. Tout est problème de patience. Le passé, c'est vrai qu'il faut en tenir compte, mais ça ne se répétera pas. Les gens qui sont inscrits à l'ADL auront leur logement. Je répète encore une fois que les gens de 2001-2002 seront logés pour la totalité en fin 2016, que à peu près 20 000 ou 30 000 parmi eux, beaucoup plus 20 000 que 30 000, seront logés en juillet. Que la préaffectation de 2013, ADL 2013, se fera dès qu'on se sera libéré un peu du fardeau de 2001-2002. Et qu'on commencera même 2013, on commencera par les wilayas dans une semaine. Une semaine, on va commencer par les wilayas qui n'avaient pas 2001-2002. Les efforts sont fournis et Rabbi yawfaqna Inch'Allah wa shwiya sabr. Merci, M. Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, d'avoir répondu à toutes ces questions qui ont été très nombreuses, des questions qui nous ont été posées notamment par les téléspectateurs. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.